format préparé avec tout le matériel qu'il y a ici. Du coup, c'est absent à 0. Le diamètre 14 mm, c'est bon. J'adore la photographie. Je me dis, mais est-ce que c'est pas une sorte de photographie d'un geste aussi? J'ai l'impression d'être un singe, un gorille ou un homme de Cro-Magnon. C'est la grave. C'est des petites trames, quoi. Ouais. Comme quand t'es enfant, tu joues dans un caniveau, et d'un seul coup, le caniveau, c'est un canyon. C'est pareil. Ce médium, lui, il est vivant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas si éloignée des recettes qu'on utilisait dans les grottes de Lascaux. Ah, ça sent l'amande. Hein. On n'a pas cette inertie qu'on a avec vraiment les matériaux qu'on achète dans les magasins d'art. On a affaire à du vivant. Moi, j'ai fait souvent des virages. Justement, j'ai perdu des collectionneurs comme ça. Je me suis auto-viré de galeries. C'est très dur parce qu'en plus, j'en ai peu parlé de ce travail avant d'en parler avec toi. Ce matin, je retourne à l'école, mais c'est un peu loin. 6h11, Bordeaux-Saint-Jean. Je crois que c'est officiel. Je suis le dernier mec à marcher. On s'occupe pas des gens. Dans ce format, le squelette va rentrer comme ça. J'enseigne depuis 23 ans maintenant. On m'a demandé d'être prof quand j'étais encore aux Beaux-Arts de Paris, dans l'atelier Vladimir Velikovic. Et je me sentais pas légitime d'être prof parce que j'avais pas mon diplôme, ce qui était complètement bête. J'aimais bien parler avec Claude Viala, et un côté très humain, très philosophe un peu. Et donc c'est lui qui m'a dit « mais je crois que tu as un truc à transmettre, vas-y fais-le ». Et je l'ai fait, et je pense qu'il avait vraiment raison, c'est vraiment un plaisir. De toute façon, quand on enseigne, je pense que n'importe quelle discipline, déjà on n'a pas le droit de s'ennuyer, et puis on n'a pas le droit d'ennuyer les autres. Et je pense que s'il faut le faire, c'est vraiment avec beaucoup de bienveillance. Claude Viala disait, voilà, c'est un partage à peine honnête, il faut le faire avec énormément de bienveillance. Oscar, je dirais qu'il martyrise ses élèves avec sa grosse voix, là, on a l'impression d'être le dernier des films d'horreur. Ouais. Je pense que j'ai toujours enseigné comme ça, peut-être avec une pédagogie un peu plus agressive au départ. Finalement, je pense que j'ai essayé de faire des mini-mois, et puis après, là, je me suis complètement détaché de ce projet. C'est-à-dire que je suis vraiment là au service de l'étudiant, et pas pour en faire forcément une machine de guerre. Et t'aimes pas gratter à la... Ah ouais? Moi, j'adore ça. C'est-à-dire que je vais aller vraiment chercher chez eux, que ce soit des qualités ou même des défauts pour en faire des qualités. Je vais essayer de trouver leurs pattes, leur écriture graphique. Là, on n'a jamais fait d'encre de Chine encore. On a eu la surprise du stylo Bic. J'ai trouvé ça plutôt agréable. Peut-être que ça va être pareil ou pas, je sais pas. Ok. Vous êtes habitué aux surprises, quoi. Ouais, de plus en plus. C'est quoi celui-là? Il me fait penser à James Ensor. Ouais, il a son avant-bras dans la bouche, mais ça pourrait être le harançor. Le harançor. Ouais. Et là, il y a celui-ci qui est pas forcément très bon, au niveau du dessin, qui est pas le meilleur. Mais pareil, je trouve qu'il y a vraiment un truc genre... Et en plus, ce qui est assez marrant, c'est que c'est une étudiante, peut-être la première fois que je l'ai entendu parler. Finalement, c'est ça qui m'a fait le truc le plus costaud, le plus bourrin. Donc il a une drôle de présence. Tu vois, tout le monde était là avec sa petite plume et tout, puis elle y est allée tout de suite avec les paluches, avec... tu vois. Alors regardez, c'est le meilleur élève. Hein. Il regarde à notre atelier, donc il est vraiment il est au-dessus du lot. Hein. Elle nous regarde la technique du dessin tout en essayant de nous sensibiliser à essayer de s'exprimer un peu, de s'affirmer dans son dessin. Ça vous sert, non, dans d'autres circonstances? Ouais. En croquis d'extérieur. Croquis d'extérieur, pas mal, prendre des mesures. Ce qui me plaît, enfin en tout cas ce que je leur dis, c'est de comprendre que le dessin, c'est pas juste une fabrique de belles images, mais que c'est surtout essentiellement le prolongement de la pensée. Tu vas penser différemment grâce à l'outil dessin. Que plein d'écoles aujourd'hui tentent de supprimer, ce qui est complètement délirant, enfin absurde. Parce que le design, c'est le dessin, que ce soit design de mode, design d'espace, design graphique. Et tu penses beaucoup mieux
Une fois que tu as intégré l'outil dessin, une fois que tu as compris comment une forme, ça peut fonctionner, je sais pas, tu as envie de faire une installation, bah, tu fais un petit croquis de ton installation, ton dessin il est peut-être tout pourri, mais tu comprends comment ça fonctionne et comment tu vas l'installer. Le trait, c'est d'une simplicité et d'une complexité absolument incroyable. Ça a des bruits, ça a des crépitements, ça grince. C'est une sensation qui est très agréable en même moment où que ce trait réalise quelque chose. C'est une sorte d'excitation qu'on ne peut pas décrire avec les mots. Et c'est vrai que quand il dessinait à la plume, on a l'impression qu'il taillait à la serpe dans son dessin. C'est-à-dire que c'était vraiment une énergie, c'était vraiment un trait qui était très tonique, très nerveux. Moi, quand je suis allé dans l'atelier Velikovic, je connaissais très peu le travail de Velikovic. J'ai honte de le dire un peu, mais c'est vrai. Je voulais être avec toi, avec Arnaud, avec mes potos au Beaux-Arts, parce que je croyais que l'endroit était fabuleux. Et donc c'est après où je me suis rendu compte, mais je me dis, ah bah oui, je comprends pourquoi il m'a pris. On aurait pu très bien dire dans mes carnets de croquis que je m'étais inspiré des dessins de Vélico, alors que c'était absolument pas le cas. Pour moi, c'est vraiment une rencontre qui a bouleversé ma vie, avant tout. On parlait très peu de peinture, c'était une énergie, c'était une impulsion. Je sens qu'il est présent, je sens qu'il est là. Et c'est pas une volonté non plus, mais peut-être que, alors qu'avant je travaillais sur des corps décharnés, etc., on aurait pu se dire à ce moment-là j'étais proche de Velikovic, mais non, je suis beaucoup plus proche aujourd'hui de lui qu'à l'époque où je dessinais des corps, des écorchés, des trucs, des crânes. J'ai l'impression qu'il y a comme effectivement des particules de lui dans le résultat, en tout cas, de ses impressions de gestes. C'était leur premier cours avec de la plume et de l'encre de Chine. C'est pour ça que j'ai mis ce petit fond de Vladimir Velikovic en vidéo. M'entendre dessiner en même temps qu'il dessinait, je trouvais que c'était vraiment une belle énergie. À la fin du cours, il voulait pas partir, il voulait continuer à dessiner. Donc ce qui est quand même assez rare quand on est dans une école d'art ou une école tout court, que les étudiants restent et se disent bah non, je vais pas déjeuner, je veux continuer à dessiner. Et c'est vrai qu'en règle générale, je suis vraiment content de leur travail parce qu'ils sont vraiment... Ils ont plein de cours de dessin, ils ont un volume horaire de presque 20 heures de dessin par semaine. Que ce soit en modèle vivant, que ce soit en perspective, dessin analytique, toutes ces espèces de gammes qu'on fait, elles communiquent de toute façon entre elles. Parce que ce soit les proportions, les directions pour la perspective, le point de fuite, la lumière, les contrastes, forcément ça ne forme qu'un. Peu importe ce que tu es en train de dessiner, le sujet finalement c'est un prétexte. On trinque à tes étudiants et on trinque à nos retrouvailles. Voilà, et à Bordeaux. Et à Bordeaux. Les cours au lieu de rue, avenue ou boulevard, c'est débile. Ah, il commence vraiment à pleuvoir là. Bon là t'arrives rive droite. Pour les Bordelais, un peu une autre planète. Il y a plein de trucs qu'on trouve pas dans les magasins de Beaux-Arts, qui sont hyper utiles pour peindre. Déjà, petit 1 moins cher. Et petit 2, bah mieux même. Ah mais attends, là il faut qu'on trouve de la corde. Là, parce que là on papote. Voilà. Tu vois, regarde. On va pouvoir s'en servir comme une espèce de pinceau magique. Du coup, ça a changé le geste. Le diamètre 14 mm, c'est bon. On y va ? Bienvenue à l'atelier.
inspiration première, c'était pas forcément l'art contemporain. Je pense que les premiers chocs picturaux, c'était au Louvre, à Orsay, et pas forcément dans les galeries d'art contemporain. Il y avait toujours ce rapport aussi entre les arts et les sciences que j'ai beaucoup aimé. Donc, quand je me suis présenté aux Beaux-Arts pour rentrer dans l'atelier Velikovic, je travaillais beaucoup avec des planches d'anatomie de Diderot et d'Alembert. Et donc, j'ai cherché à représenter la vie, le vivant, à travers des anatomies, parfois très crues, parfois très sexuées. On m'a souvent dit que c'était morbide, alors que moi, je voulais faire encore plus vivant que vivant. Mais j'étais dans la représentation, c'est-à-dire que j'étais dans une image de ce qu'était pour moi le vivant, en passant par le corps humain, par le végétal. J'ai jamais vraiment dessiné beaucoup d'objets ou d'architecture, ça m'intéressait pas trop. Et je pense qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose grâce au médium de Mathilde, le médium Hamachi. Ce médium, lui, il est vivant. Elle a fait des études sur les matériaux innovants et développement durable. Elle lance sa marque, donc Hamachi, petite mère ou grand-mère en basque. Et donc c'est 100% naturel, il n'y a pas de pétrochimie. C'est complètement biosourcé et éco-responsable. Ah, ça sent l'amande, hein. Et tous les médiums que j'utilisais avant, c'était hyper toxique, et pour nous, et pour l'environnement. Même quand tu as l'impression que c'est un truc à l'acrylique, pas dangereux en réalité, quand tu laves tes pinceaux, c'est pas du tout géré par les stations d'épuration, donc ça va dans les fleuves, et puis ça va dans les océans, et ça participe à toutes ces microparticules de plastique. Donc là, vraiment, on peut tromper le doigt dedans. Voilà, il y a à la fois une matité, on peut aussi avoir une espèce de transparence. Voilà, je le fais vraiment avec le doigt. Par exemple, avec une plaque de plexi, une plaque de verre, tout de suite on a les ramifications fractales dont je parlais. On pourrait en manger. Alors ici, je me permets une petite incursion parce que je sais que vous êtes intrigués. Vous vous demandez, mais bon sang, mais qu'est-ce que c'est que ces produits biosourcés? Est-ce que ça marche aussi bien que ce qu'on peut trouver partout? Est-ce que c'est complètement nouveau? Ou est-ce que c'est carrément ancien? Et puis aussi, combien ça coûte? Alors figurez-vous qu'à l'occasion de mon passage à Bordeaux, j'ai pu parler avec Mathilde Vidal. Et si je fais un double clic? Oh, et c'était tellement intéressant qu'on a décidé que ça valait le coup de faire une vidéo ensemble pour explorer sa démarche et son processus de fabrication. Mais si vous êtes déjà convaincu et que vous avez très envie de tester les produits Hamachi, il va vous falloir patienter encore un tout petit peu parce que c'est une marque qui est toute jeune, en cours de développement, et il faudra encore un peu de temps avant d'avoir accès à toute la gamme que Mathilde prévoit de mettre à la disposition du grand public. En fait, là, vous êtes un peu au courant en avant-première. Vous inquiétez pas, sur cette chaîne, on vous tiendra au courant quand ça sera prêt. Patience. Quand j'ai commencé à m'en servir, j'ai commencé sur du papier. Il y avait des transparences, ça m'échappait complètement, c'était très dur à dompter, je comprenais pas ce qui se passait, je comprenais pas ce qui m'arrivait. On n'a pas cette inertie qu'on a avec vraiment les matériaux qu'on achète dans les magasins d'art, avec la bonne peinture à l'huile qui va bien, avec la bonne gouache qui va bien. Je me dis, mais c'est terrible, moi qui ai voulu représenter le vivant tout le temps, là je me retrouve avec un médium artistique qui est lui-même vivant. Et cette espèce de perte de contrôle dans le médium, je me suis dit, on va s'amuser avec, du coup on va l'utiliser différemment. La première toile que j'ai commencé, c'est le format de 2 mètres sur 2 mètres 50, donc j'avais de la place, et je me suis dit, on va lâcher le geste dans un premier temps, mais au départ je pensais que ça allait être juste un fond, juste le tout début d'un travail. J'étais vraiment habité par ce format, j'étais dedans, je le vivais complètement. Plutôt que de représenter le vivant, je ressentais le vivant. J'accompagnais le vivant. Et c'est là où j'ai commencé aussi à revenir au fusain, à revenir dessiner dans les matières, mais très peu. Et ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'avoir ce moment-là, ce moment où j'ai trouvé cette façon de travailler et de le garder intact. Je suis juste après ce basculement, je pense. C'est-à-dire que là, je peux me permettre d'explorer, d'expérimenter, de chercher. La base est là, et là, c'est un terrain de jeu formidable. J'hésite
quitte à faire un truc qui peut être un peu évident. Presque une ligne d'horizon là. On va être tout de suite dans le paysage et c'est pas forcément... Voilà, déjà, comment ça se finit ici là. Tu vois la notion de volume que ça donne. C'était aussi une empreinte ou quelqu'un qui avait marché un peu trop terrestre, si je le fais. Tu sais quoi, je crois qu'on va lui foutre la paix là maintenant. On va laisser reposer un peu. Hein? Comme une bonne pâte. C'est pas non plus une façon de se planquer, c'est une façon de s'assumer plus. À nos âges, maintenant, on commence à avoir un petit peu de... Même si on n'est jamais content de ce qu'on fait, mais on se loupe un peu moins, on sait à peu près où on va quand on dessine un corps, quand on... Ouais, ça peut être un dessin qui n'est pas terrible, mais bon, ça va, ça passe. J'avais plus ce désir de montrer, regardez, c'est moi qui l'ai fait, regardez comment je suis un virtuose. Il y a déjà effectivement ce choix de plus avoir toute cette palette de couleurs. C'est-à-dire de dire, j'ai ça, il n'y a pas de repentir possible, c'est le geste, ça marche pas, tant pis. La peinture, généralement, c'est recouvrir. Là, on peut pas vraiment recouvrir, c'est-à-dire qu'il y a le geste qui est imprimé dans la toile, dans cette toile de lin brut. Effectivement, ça pourrait être le mur d'une caverne, ce serait pas si éloigné. Et ensuite, tu as un dessin qui est fait pareil, avec plutôt de l'encre noire, avec des feutres japonais, qui vient habiller la matière. En même temps, c'est la matière qui provoque le dessin, donc c'est très rigolo. On le voit quasiment pas. Et ça me plaît beaucoup aussi de me dire... Tiens, tu as travaillé 8 heures ou je sais pas combien sur telle partie de la toile. À la fin, on sait même pas si tu es intervenu ou pas. Donc il y a ce truc où on se dit, mais quel est le rôle de l'artiste dans tout ça? C'est vrai que tu as les deux aspects, c'est-à-dire lâcher le geste, tu contrôles, tu sais à peu près ce que tu vas faire, mais tu contrôles pas tout. Et puis après, vraiment venir tout petit comme ça, tac, 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 tac. Là, tu vois, c'est avec un feutre gris beaucoup plus léger, où j'ai fait ressortir ces matières. Tu piquettes ou pas? Ouais, de temps en temps. Ah ouais, c'est fou. C'est hyper... c'est quasi invisible, c'est d'une extrême délicatesse, quoi. Oui, t'es vraiment dans l'inframince. C'est des petites trames, quoi. Ouais. Je trouve ça très intéressant, ce temps passé à dessiner sans que ça se voit. Je suis en train de reprendre un petit peu, il y avait déjà ce volume, cette espèce de creux où tu peux tomber, ou là tu as un autre volume qui revient en avant. J'ai vraiment l'impression, en recréant ces petits mondes, que vraiment je m'amuse. Je pense que je m'amusais moins avant. Là c'est un peu comme quand tu dessines, quand tu es enfant, et que tu crées plein de petits univers. C'est-à-dire, je vais dessiner par ici, tiens je vais revenir par là, et puis tu crées des routes. Ah ouais, c'est plein d'images mentales que tu te fais quand t'es enfant et que tu dessines. Et t'as plein de petits univers qui prennent vie comme ça et qui ont un sens. Tu te crées un monde complètement. Enfin, c'est ça aussi l'imagination, la créativité, c'est de se créer un monde qui existe au départ que dans ta tête, quoi. Je pense que c'est vraiment avec la même intention que la première œuvre que j'ai faite quand j'étais en maternelle et qu'on avait le droit à l'époque d'utiliser la pyrogravure. J'étais resté un temps de fou à faire des petits points, des maisons, des nuages avec des gouttes d'eau à l'intérieur du nuage. J'ai l'impression que c'est vraiment la même poésie qui se passe ici. C'est génial. C'est quoi? C'est excellent que ça soit là dans ton atelier comme ça posé. Dans les arts picturaux, les basculements se font généralement avec 3 axes qui forment une espèce de triangle. Donc tu as le support, c'est ce sur quoi tu vas peindre ou dessiner, la toile, du bois, un mur, du papier, enfin voilà, tout ce qu'on peut trouver. Tu as le médium, donc le médium artistique, c'est ce avec quoi tu vas peindre, c'est pas l'outil, mais c'est vraiment la matière avec quoi tu vas peindre. Peinture à l'huile, encre de Chine, aquarelle, crayon de couleur, pastel. Et tu as le geste, c'est-à-dire que, comme l'homme dans sa caverne, quand il a mis les mains dans le pigment et qu'il a fait ça sur la paroi, qu'il l'a retiré, c'était une empreinte. S'il mettait les mêmes mains dans le pigment et qu'il faisait ça, du coup, c'est plus une empreinte, c'est une trace. Donc le geste va changer complètement ta façon de faire les choses. À chaque fois qu'on touche un de ces 3 axes, il y a forcément un basculement sur tout ce process, sur tout ce monde. Comment est-ce qu'on peut être artiste plasticien aujourd'hui et être au plus proche de la base de ces 3 points? Je pense que c'est peut-être la question que je me pose.
Là, le médium a changé et ma façon d'envisager le support et ma gestuelle. Avant, je m'en foutais parce que, effectivement, je faisais un truc, ça me plaisait pas, je repeignais sur tout le truc et puis je recommençais. Là, j'ai pas cette possibilité, donc il faut que la toile, elle reste nickel. C'est que du lin, mais je leur ai demandé s'ils n'avaient pas mis un peu de fil d'or dedans pour justifier le prix. Donc il faut y faire attention. Le sol d'un atelier, c'est jamais vraiment propre. Il n'est pas complètement droit non plus, donc c'est pour ça que parfois, je suis obligé de remettre un petit peu de feutre en dessous quand j'imprime sur cette toile. C'est bizarre parce que la gestuelle est plus violente, mais il y a beaucoup plus d'attention, c'est beaucoup plus soigné finalement. Moi, avant dans l'atelier, j'étais une catastrophe. Je renversais tout, j'en foutais partout. J'étais plutôt souillon. Et donc, j'avais besoin de complètement, déjà de dégager toutes les vieilles toiles qui étaient dans cet espace, tous les vieux dessins, et de mettre vraiment que des objets, que des dessins, que des éléments qui étaient en lien avec ce qui était en train de se passer. Vu que je ne savais pas où j'allais, j'avais peut-être besoin de points de repère et de me dire, ok, bon, j'y vais, mais je le fais bien, quoi. Je le fais bien et je vais me sentir bien. Je prépare le voyage. Je crois que c'est ça. Parce que quand je suis dans ces toiles-là aujourd'hui, c'est un voyage, je pars complètement. C'est vraiment l'ordre de la méditation. Je suis ailleurs. Je suis dans une grotte, je suis dans le cosmos, je suis dans un souterrain, je suis complètement ailleurs. J'ai l'impression d'être un singe, un gorille ou un homme de Cro-Magnon, effectivement. Je suis complètement dans cette recherche du geste premier. C'est exactement ça. Comme si je reprenais tout à la source. Comme si je voulais représenter juste l'après Big Bang, comme si c'était une planète encore fumante qui commençait à naître. J'ai jamais fait ça de ma vie. Bon, on est d'accord, c'est le meilleur kebab de Bordeaux ici. Ouais, c'est ce que je veux dire. C'est le meilleur. Il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Mayo ketchup en sauce séparée. Je pense que là, t'as tes fruits et légumes par jour. Non, c'est équilibré. Bordeaux ville propre. T'as vu, il y a des étoiles. Le noir, c'est la plus belle couleur qui existe. Moi, j'adore le noir. Je fais un peu de photos aussi. Je travaille énormément le clair-obscur. J'ai l'impression d'y voir plus clair dans le noir qu'en plein jour. C'est une couleur, c'est une valeur, c'est quoi finalement le noir? Pour moi, c'est une couleur, mais c'est vraiment peut-être la couleur absolue, quoi. Enfin, et je crois qu'il y avait vraiment ce besoin d'absolu. Et ce noir, déjà, ça s'appelle noir de vigne. Je suis à Bordeaux là en ce moment, donc je trouve que ça a un peu de sens. Et il est vraiment d'une matité, d'une profondeur qui est très belle. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec les transparences, mais quand il est là vraiment en bloc, enfin j'allais dire en bloc, quand il est presque en aplat, c'est un noir très mat, très profond. Tu plonges dedans. Tu sens que ça vient de la terre aussi, tu vois. Enfin, noir de vigne, tu vois. C'est le terroir, c'est le charbon. Tout est là sans le représenter. Les formes que ça peut créer, ces espèces de ramifications fractales qui se font naturellement. Tu l'as déjà, l'analogie formelle avec le vivant. C'est les fleuves, c'est les vaisseaux sanguins, c'est les racines, c'est les branches des arbres, c'est la vie. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Bon, alors pour le saumon, c'est un fail. Mais on va se rabattre sur les huîtres. Depuis ce matin, ils vendent tellement, je ne veux pas me retrouver au milieu de la route. Le parasol qui s'envole et tout, il se retrouve au milieu de la route. Et tout, oui. Je faisais Mary Poppins. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Il y a 3 morceaux de bois assemblés les uns avec les autres. Une cale pour le maintenir contre une surface horizontale. T'as plus qu'à y aller avec le couteau à huître. Et voilà. C'est une tuerie ces huîtres. Parce qu'elles sont vraiment sur la pointe du Cap Ferret, c'est-à-dire vraiment tout au bout, proche de l'océan. Pas au fond du bassin d'Arcachon où t'as tous les bateaux, les machins, où t'as tout le mazout là. Donc tiens, tu viens de goûter ça. Et je confirme, c'est les meilleures huîtres que j'ai jamais mangées. C'est du Cap Ferret. Je travaille beaucoup aussi sur ces petits carnets japonais qui se déplient et qu'on peut mettre facilement dans une poche. Parce que depuis que j'ai commencé à dessiner, je pars jamais sans un carnet de croquis. Pour moi, c'est mon atelier portatif. Là, je travaille de la même façon que sur la toile avec le lin. C'est-à-dire que je travaille des matières que je diffuse et petit à petit, je reviens avec différents crayons, soit un 003 ou un 005 de façon très fine, et je vais rentrer dans l'inframince. Et voilà, vraiment c'est ce geste, le fait de se dire tiens, ça je l'ai avec moi, et si je pars pas avec quand je sors dans la rue, ben, je suis pas bien. Vu comme ça, c'est vraiment une page de carnet de croquis ouverte. Tu vois, c'est peut-être là aussi que vous avez compris que ce qu'il fallait que je fasse, c'était de retourner dans le carnet de croquis en plus grand, d'enfin essayer de comprendre comment ça peut marcher, ce changement d'échelle.
Juste après, je suis parti à New York et après, il y avait la bascule. On est chez Lolotte. Avec des serveurs sympathiques et du bon vin. Est-ce que c'est possible, est-ce que c'est facile de changer quelque chose dans son travail, sachant que ça peut avoir des implications? Alors, est-ce que c'est facile? Je ne crois pas. Est-ce qu'il faut le faire? Oui. Moi, j'ai fait souvent des virages. Justement, j'ai perdu des collectionneurs comme ça. Je me suis auto-viré de galeries comme ça parce que ils voulaient que je fasse la même chose parce que ça marchait bien. Et que moi, j'avais besoin d'évoluer aussi. J'aurais pu rester dans un truc un peu bien pépère, agressif, du Pascal Pillard avec ses Santiago et son Perfecto. Non, je n'ai absolument pas peur. Au contraire, très excité. J'en ai peu parlé de ce travail avant d'en parler avec toi. Tu vois, je ne l'ai jamais soumis à cette figure de style de l'exposition. Là, pour l'instant, j'ai une quinzaine de formats. Je pense que je vais attendre d'en avoir 30 pour vraiment proposer une exposition. En regardant ce nouveau travail là en train de se faire, les personnes me reconnaissent quand même. Ils me disent « mais c'est toi ». Mais si, c'est complètement toi en fait. C'est peut-être même plus toi qu'avant. Peut-être que c'est un truc que tu n'as jamais osé faire jusque-là et que tu t'es caché parce que tu pensais que, effectivement, en étant artiste peintre, dessinateur, il fallait montrer combien tu avais progressé, combien tu pouvais dessiner. Moi, j'avais peur de ça, de me dire « tiens, là, on va plus me reconnaître, ça va plus être moi. Il y a 6 mois, je faisais de la peinture figurative. Maintenant, là, d'un seul coup, je fais des choses qui sont abstraites. Je suis un nouveau-né, avec tout ce que ça représente aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de... Là, il faut y aller. Hop, tu nais, ça y est, ça commence. Donc, tu es alerte, Et vraiment, j'ai cette sensation d'être beaucoup plus alerte aussi qu'avant, d'être beaucoup plus à l'écoute, même avec mes étudiants dont on parlait tout à l'heure. C'est un peu la même chose, hein, écoutez-moi, regardez ce que je sais faire, et d'être beaucoup plus dans la perception. Alors, je pense qu'il y a peut-être aussi la méditation transcendantale qui m'a aidé un petit peu dans cette voie-là. Ressentir, écouter les bruits que ça fait sur la toile, le toucher. T'as aucun moyen de tricher, t'es inébranlable en fait, vu que t'es dans la vérité. On ne peut pas te descendre. Alors qu'avant, je me disais, ouais, t'es chez toi quand tu fais un crâne, quand t'as un corps qui explose, quand t'as un peu de sexe ou d'image crue, voire de cruauté dans les peintures ou le dessin. Et là, j'en ai plus besoin. Je ne sais pas si je pourrais à nouveau repenser la peinture ou le dessin comme je l'ai fait pendant 30 ans. J'ai l'impression d'être chez moi, d'être à ma place. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Je sais pas. Est-ce qu'il faut que j'en dise plus déjà? Quand vous présentez votre travail, quand vous voulez le vendre, quand vous cherchez une exposition ou une galerie ou un truc, ou vous répondez à un appel d'offres, restez un peu plus mystérieux. Ne donnez pas tout comme ça. J'ai l'impression qu'avant, je donnais tout en pâture. Allez-y, mangez, c'est mon corps, buvez, c'est mon sang. Alors que là, j'y vais avec parcimonie. Je me réécoute l'album L'Imprudence souvent quand je peins comme ça. Il y a effectivement ce fameux « laisse venir » qui répète comme ça, avec un son très minimal. Laisse venir, laisse venir, l'imprudence. Et il y a aussi cette phrase qui est sublime, que j'adore, et je suis en plein dedans, là, dans ce travail, c'est « un jour, j'irai dans l'IRL tester le matériel ». Je trouve que ça, on est en plein dedans. Enfin, c'est presque ça. Enfin, ouais, ça m'émeut parce que je me sens vraiment proche de ça, là. Alors je voudrais pas avoir l'air de lui voler le mot de la fin, mais quand même, je pouvais pas conclure cette vidéo sans remercier chaleureusement Pascal, à la fois pour son accueil et pour la confiance qu'il nous accorde. Parce qu'habituellement, les artistes, ils se présentent avec un travail abouti. Ils ont besoin d'avoir des certitudes avant d'affronter le regard du public. Mais là, il a accepté de nous ouvrir les portes de son atelier en pleine période de remise en question. Et donc, il nous offre en quelque sorte un moment rare qui nous rappelle que une œuvre, ça se construit pas vraiment à la manière d'une architecture planifiée, mais plutôt comme un jardin avec ses saisons. C'est un écosystème, un processus naturel qui réclame à la fois beaucoup d'écoute et beaucoup de patience. Encore faut-il être capable de se rendre humblement disponible à ce qui se passe et à ce qui se présente, alors qu'en général, eh bien, la volonté de prouver ou la peur de l'échec nous pousse plutôt à emprunter systématiquement toujours les mêmes sempiternels sentiers. Alors moi, ce que j'espère, c'est que cette vidéo, elle pourra vous inspirer dans les moments de doute. Osez changer. Commencez par le support,
par le médium ou par le geste, comme vous voudrez. Mais laissez-vous surprendre et offrez-vous, comme Pascal, un nouveau printemps artistique. Et pour continuer l'aventure, puisque vous êtes maintenant dans la confidence, je vous propose de suivre l'évolution du travail de Pascal sur son compte Instagram. Je vous mets le lien dans la description. Et puis vous pouvez aussi, si ce n'est pas déjà fait, vous abonner à La Bobine. C'est notre newsletter dans laquelle nous semons toutes les 2 semaines les graines de votre renouveau artistique. Allez, à bientôt. Alors, ce kebab de Bordeaux. C'est vraiment le meilleur? Eh oui, c'est vraiment le meilleur. Parce qu'il est frais. Je dirais même plus, il est light. On peut faire un bon kebab, on peut faire un bon bistrot où il y a du bon vin, où il y a du, voilà, des bons tapas. C'est comme le dessin, on peut faire un bon dessin rapide. Ouais. Et on Ou peut un faire bon dessin qui va bien durer des mois. Je pense qu'on se doit d'apprécier les deux. Ah, j'ai la même caméra. Ouais, trop bien. Super bien. Ah, c'est aussi, elle a cette caméra. Merci beaucoup. Merci, au revoir.